Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Hey, je suis en train de lire, je suis passionné, parce que je me demande si ça se passe chez nous aussi. Peut-être. L'histoire aux États-Unis, des salons funéraires qui en cachette ont plaidé coupable d'avoir enlevé des morceaux de cadavres pour les vendre à des entreprises biomédicales qui faisaient des transplantations. Oui. Savais-tu que ton corps peut valoir 250 000 $, mon Stéphane? Minimum. Minimum? Comment minimum? Le reste, certaines parties de mon corps valent très cher. Ouais. Le cerveau et le cerveau... Il y a le cerveau supérieur, il y a le cerveau inférieur. Ah, toujours des affaires de... T'es pas capable de te retenir. Quoi? Toujours... mais c'est bien ça, remplacer ça par des tuyaux en PVC. Des tuyaux en PVC, parce qu'ils ont fait des radiographies, je pense qu'on peut les montrer. Ouais. Vous voyez les tuyaux de plomberie de PVC. Dans le corps humain. Dans le corps humain. C'est peut-être ça l'avenir, parce que tu sais que nos tuyaux d'égout d'aqueduc, maintenant, c'est en PVC. Ouais. Ça dure très longtemps. Imagine si on avait ça dans le corps humain. Oui, mais ça, c'était pour remplacer, pour enterrer, pour pas que le monde... réel, ouais. T'es-tu déjà demandé, quand ils te remettent les cendres de quelqu'un de ta famille qui est décédé, si c'est vraiment ça? Ben, écoute, veux-tu que je t'en compte une bonne? Vas-y. Je nommerai pas le nom du salon funéraire qui s'était fait prendre à l'époque, mais il y avait un petit trafic organisé à l'époque à Montréal. À Montréal? Bon, avec une institution d'enseignement. Les gens disaient, bon, je donne mon corps à la science ou je donne pour la crémation. Mais il y avait un trafic, en tout cas, je veux pas trop en parler pour être poursuivi. Je sais que les avocats sont forts là-dessus. Mais ça a déjà existé à Montréal. Est-ce que ça existe encore? On ne le saura pas. Ça veut dire que quand on confie le corps d'un de nos proches ben non, dans les salons funéraires, c'est sûr qu'on peut pas savoir. Un salon funéraire, il faut quasiment que tu le suives jusqu'à la crémation. Ouais. Moi, l'hôpital Royal Victoria, avec mon fils, vous êtes au courant de l'histoire, on a dû le déterrer parce que j'ai 2 bébés maintenant pour le prix d'un. On avait égaré le corps de mon fils, on l'a brûlé par accident, on m'a redonné les cendres et je sais pas, le cadavre qu'on a au cimetière, si c'est le bon. Oui, c'est arrivé en 2000. C'est pas vieux, là. Ça fait 6 ans. À peine 6 ans. L'hôpital Royal Victoria avec Urgel. Confusion dans les cadavres. On avait tagué apparemment 2 bébés au même nom. Ah, ben, fait que quand tu vois des choses comme ça. Ces gens-là, aux États-Unis, ont fait des millions de dollars à vendre des parties. D'ailleurs, on donne des exemples. Un fémur. Chaque fémur peut valoir 500 $. Pas cher. Non, mais objectivement, c'est pas cher. Un tibia, 400 $. Pour quelqu'un qui a besoin de remplacer un os dans... Une hanche? Une hanche. Une hanche, c'est ce qu'ils disent? On n'a pas de prix? L'os pelvien, 400. L'os iliaque, chaque côté, 175 $. Ouais. Hey, quelle un affaire! Corps entier, quelle affaire! 250 000. Mais là, les obèses, est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'ils vendent ça à livre, les corps? C'est-tu comme du steak haché? Mais non, mais voyons donc. Ah, c'est pour les c'est pas la viande qui est importante, c'est pas la masse musculaire, c'est la masse osseuse. C'est la masse osseuse qui est surtout importante pour les travaux de donc ceux qui ont des gros os, là, c'est bon. Ouais. Hey, moi, ce matin, es-tu choqué de voir ce matin que la presse nous apprend qu'en catimini, il y a 4 ponts qui sont fermés au camionnage au Québec. Personne n'est alerté. Puis encore là, tu essaies d'avoir des informations, puis on nous garde ça secret. Je suis étonnant que je suis étonnant. Mon Dieu, ça va bien ce matin. Je suis étonné de voir que le ministère n'est pas avisé, parce qu'en général, quand on ferme un pont, tous ceux qui sont branchés sur le réseau du MTQ ont soit un message pagette. Comme maire ou... comme maire ou camionneur ou responsable des mesures d'urgence, là, où on est avisé. Des avis... Oui, automatiquement. Alors là, on nous parle d'un pont probablement... En catimini, mais là, j'espère que les camionneurs n'auront pas d'amende. J'ai entendu dire qu'on voulait charger des amendes aux camionneurs qui ne savaient pas. Bien, imagine-toi. Mais c'est complètement aberrant. Est-ce que le ministère des Transports est venu par des nouilles? De plus en plus, je pense que oui. Pensez là, que ça va rester secret. Pensez, on veut pas faire peur au monde. Ben non. Puis le vieux pont on va en tuer, par exemple, mais on veut pas leur faire peur. Puis on a fermé le vieux pont de Terrebonne parce qu'un gars qui se promenait en chaloupe a vu un morceau du pont tomber dans l'eau. Mais ça veut dire qu'il l'inspecte pas. Pourquoi on ferme toujours après coup? Il y a un morceau qui se détache, on va le fermer. On peut-tu le fermer avant que ça se détache? On peut-tu le réparer avant que ça se détache? Puis le viaduc, la 640 et Arthur Sauvé à Saint-Eustache. Ouais. Je remercie l'auditrice qui m'a envoyé une lettre avec une photo. Pour la 6e fois, le maire écrit toujours rien. C'est un préjudice esthétique. Les rods de métal sont tout défaites en morceaux, mais c'est un préjudice esthétique. Non. Le ministère des Transports n'est pas très, très bien mené. Donc, je regarde ce matin dans Le Devoir cette annonce à l'effet qu'on... Si vous êtes de ceux qui pariaient dans les hippodromes au Québec, les hippodromes qui nous ont coûté sur 5-6 ans 285 millions pour supporter les hommes à chevaux. Après les avoir supportés, on a quasiment donné
l'industrie au privé. Et dans le privé, actuellement, ça s'appelle Attraction hippique. Ben, on vient de créer un programme de fidélisation, comme une carte Hermès, pour vous forcer à jouer ou pour vous inciter à jouer davantage. On va vous donner des points si vous allez parier sur les chevaux. C'est assez épouvantable. Ce qui est épouvantable, c'est qu'on a encore le buggy dans les courses au Québec. On devrait éliminer le buggy puis s'en aller avec des courses de chevaux normales. Comme les courses américaines. Oui, oui. Puis là, peut-être que ça m'intéresserait de parier. Je ne dirais pas ça. C'est vrai que la course... Paries-tu, toi, aux chevaux? Je suis déjà allé, mais rarement. Là, je te dirais que la dernière fois, c'est peut-être il y a 7-8 ans. Mais c'est un beau sport. Mais des vrais, avec ici, avec le selkie, là, puis non. Mais quand même, là, si tu paries pour... imaginez-vous la trappe, là. Si vous êtes de ceux qui avaient l'audace de parier 5 000 $ par mois, il faut que tu en fasses de l'argent. 5 000 par mois. 5 000 par mois, soit 60 000 par année. Sais-tu qu'est-ce que tu vas avoir? Le statut élite. Ça me donne quoi, ça? Je ne sais pas, mais tu vas être élite. J'ai-tu des avantages naturels avec ça? Je ne sais pas, mais tu vas pouvoir aller aux courses et tu vas être considéré comme un client élite. Mais t'imagines, moi, comment je me verrais élite dans un beau salon de jeu, VIP tout seul, avec une belle compagnie, comment ça serait beau? Non. Mais à un moment où on essaie de sensibiliser les gens aux problèmes qu'engendre le pari en général, que ce soit dans les machines ou au casino. Tu fais jamais de pause dans le temps des élections? Oh oui, mais c'est une fois dans une élection. Puis des séries éliminatoires? Non. Jamais? Sur le hockey, non. Non. Je trouve pas ça intéressant sur le hockey. Mais quand même, on essaie de dire... Puis là, le ministre qui a vendu à son cabinet, on dit, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle là-dessus. Comme on n'a pas de contrôle sur l'Auto-Québec non plus. Ah non? Ben non. Ben non. As-tu vu les femmes sortir là, pour l'histoire du dessin animé du Casino de Montréal? Est-ce que c'est pas dans la même lignée gouvernementale de ce qu'on appelle le pari au Québec? Pourquoi il n'y a pas de contrôle sur ça? La carte de fidélisation? Ben, ça existe même chez Couche-Tard. T'achètes un café puis il te donne une carte. Mais c'est pas pareil, là. T'es pas obligé de parier. Le pari, c'est une chose. Là, t'es en train de me dire que le pari, c'est une maladie, c'est dangereux, on va refermer les casinos. Mais coudonc, toi, t'es-tu le bord de la clôture? Je dis pas qu'il faut les fermer, mais il faut être conscient que ça engendre des problèmes dans la société. Ça t'a scandalisé, ça? Ça engendre des problèmes dans la société. Les problèmes de la société, là, va faire un tour dans Charlevoix. Oui. Va faire un tour dans Charlevoix, voir combien il y a de gars qui avaient des petits pécules de ramasser dans leur matelas, qui n'ont plus rien à laisser à leurs enfants parce qu'ils sont allés jouer au casino. Mais vraiment, je suis étonné. Richard Desmarais se fait la défenseur maintenant du veuf et de l'orphelin. Non, c'est pas ça. Je fais juste constater une situation qui est... Depuis quand tu as une conscience sociale? Hey, fais-tu bien? Hey, regarde, je vais te montrer que nous autres, au Canada, notre conscience sociale est assez molle. Hein? Oui. Ottawa réclame 2 milliards à Merck Frost. Première page de la presse. Les paradis fiscaux. Écoute, la compagnie pharmaceutique qui a développé le Singulair, là, qui est un médicament pour contrer l'asthme, elle a tout fait ça au Canada. Le brevet. Bon. Et là, imagine-toi que tu peux prendre ton brevet, qui est à peu près un bout de papier, j'imagine. Là. Tu dis, je déménage le brevet à la Barbade. Et tout l'argent que je fais avec le brevet, que j'ai développé probablement avec de l'aide gouvernementale chez nous au Canada, tout l'argent que je vais faire, ça va être free of tax. Ouais, pas d'impôt. Pas d'impôt à payer. Mais est-ce que ce transfert-là est légal? De transférer ton brevet que tu as développé à Montréal avec les crédits d'impôt et tout ça et l'envoyer là-bas. Est-ce que c'est permis? Le légal, je ne sais pas. Le moral, mais la moralité des compagnies pharmaceutiques est assez faible, à mon avis. Là, mais... ça fait jurisprudence, ce jugement-là, tu peux être sûr que c'est bon. Juste pour un médicament, juste pour celui-là, on leur réclame des impôts impayés à Revenu Canada, pas Revenu Québec, juste Revenu Canada, 2 milliards. 2 milliards. Puis le prochain, c'est-tu... C'est pas payant, la pilule, hein? Non, mais qui va être le prochain? Parce qu'il y en a d'autres compagnies qui font ça. Ils ne doivent pas être les seuls. Ils sont poursuivis aux États-Unis aussi pour 2,5. C'est plein. 2,5 milliards. C'est plein, ces compagnies-là. C'est plein de compagnies qui jouent comme ça, puis qui disent, on n'a pas fait d'argent au Canada. Fait que tu payes pas. Les pétrolières, c'est ça. Les pétrolières traversent de l'argent dans leurs... Ceux qui ont des compagnies de bateaux? Veux-tu parler de quelqu'un en particulier? Ben, je sais pas. Là. Il y avait Canada Steamship Lines. Chez Martin. Là-bas, je suis Paul Martin, celui qui n'a pas de mémoire. Ouais. Parce qu'il ne se rappelle pas qu'on a dépensé de l'argent pour les Mohawks, la police Mohawk de Kanesatake.
Il a perdu ce bout-là. Il s'en est pas aperçu. Mais c'est des symptômes, ça. Il s'en était pas aperçu aussi qu'il y avait un programme de commandite qui coûtait Oui, des... mais arrête donc, Langsal. Ronald Reagan s'en souvenait plus, puis garde, il y a l'Alzheimer. Oui, mais il y a l'Alzheimer. Oui. Il faut bien commencer un jour. Bon, OK, on reportera notre jugement sur Paul Martin à plus tard, dans quelques années. Hey, l'avenue Robert Bourassa. Bravo. Oui. Oui. C'est bon. Mais il y a encore des portées de pancartes. Ah, c'est épouvantable qu'on change le nom de l'avenue du parc. On va changer la papeterie. Ben oui, la papeterie. Regarde les commerces. Ben, c'est sûr que pour bien des commerces, ça devient aberrant. Regarde ça. Quoi? Le cinéma du parc, est-ce qu'on va l'appeler le cinéma Bourassa? Pizza du parc, est-ce que ça va s'appeler Pizza Robert Bourassa? Hôtel du parc, est-ce que ça va s'appeler Hôtel Robert Bourassa? Et c'est plein dans la Gazette ce matin d'images qui font la démonstration qu'il y a des commerces qui portent un nom qui ne sera plus la même chose que la rue. Mais c'est pas un péché, c'est pas grave. L'Hôtel du Parc peut continuer à opérer avec l'Hôtel du Parc. Ça change quoi? Ben, je sais que ça change. Je sais pas, mais tu veux, habituellement, quand tu choisis. Ça, c'est chialer pour chialer, ces gens-là. Non, la madame, là, ici, là, qui dit que ça va y coûter cher de papeterie. Ben oui, puis il faut toujours bien que tu renouvelles ta papeterie. Un jour. Oui, puis il y a une espèce de chevauchement entre les deux noms qui fait. Oui, il y a une période de transition, comme on fait tout le temps. Bon, OK. Je vais te parler d'une condamnation hier. Oui, notre sympathique ami, le violeur. Oui, Patrick Gould, 31 ans. Juste pour attirer votre attention sur un aspect imbécile de notre système judiciaire, c'est pas la première fois que j'en parle, le gars écope d'une sentence que je trouve raisonnable. 78 mois. 78 mois, 6 ans et demi, il a agressé de façon violente des femmes sur le plan sexuel. On l'appelait le violeur de Boisbriand. Pourquoi tu dis que c'est assez? Ben, c'est 10 ans, ça aurait été le minimum. Non, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu. Ce que je veux dénoncer... Oui, ben, quand on se compare au pire, mais 10 ans, c'était pas mais ce gars-là est extrêmement dangereux. Il a commis des crimes avec violence. Il s'est reconnu coupable. Ce que je veux dénoncer, c'est qu'il a plaidé coupable il y a 11 mois. Oui. Et là, on a décidé de reporter à... là. Et pendant cette période de 11 mois... Ça compte en double. C'est-à-dire que ça équivaut à 22 mois. Ça veut dire qu'il y a 78 mois moins 22 mois qui donne 56 mois. 56 mois, ça va être divisé par 3 avec la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ça veut dire que dans 18 mois, il est dehors. C'est beau de donner des sentences, mais à partir du moment où un gars est coupable, pourquoi qu'on considère que le temps passé en prison entre le moment de la culpabilité puis le moment de la sentence, c'est du temps double. Mais ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas en Ontario. Donc, tu devrais dire à Stephen Harper, avant qu'il quitte le pouvoir par la force, parce qu'il va perdre ses prochaines élections. On verra bien. On verra bien. Non, mais j'aimerais ça qu'il change ça. Moi, je suis sûr que ça ferait l'unanimité. Fini les sentences comptées en double avant le jugement. Oui. C'est tout. Mais c'est épouvantable. Juste à changer le code criminel. Parce que, mets-toi dans la peau d'un avocat, tu dis au gars, plaide coupable, là, on va demander des petits rapports présententiels, on va demander on va faire travailler un psychologue sur ton dossier, on va t'envoyer dans une cure, puis on va demander la sentence plus tard. Puis plus tu mets loin, ben moins il va faire de prison, parce que tout ce qu'il va faire entre le moment où il est coupable et le moment où il est condamné, c'est en double. Ça n'a pas de... Mais tu sais, là, quelle société? Le ministre de la Justice, au lieu de criminaliser les enfants de 10 ans comme il veut le faire, ton gouvernement, il devrait peut-être travailler là-dessus. Mon gouvernement, c'est notre gouvernement. C'est lui qui est au pouvoir. Arrête donc de dire des affaires de même. Après, par exemple... Ah oui, je vais te la remettre, celle-là. Ah, oh. Je vais te la remettre. On fait une pause et après ça, on parle de qui? Tom Boisclair, qui est devenu un pas fiable. Pareil comme un gars des Hells qui s'appelle pas fiable. Oui, il t'avait rappelé, le gars, après. Oui. Non, mais André Boisclair, le pas fiable, on en parle tout de suite après la pause. C'est arrivé à l'Assemblée nationale, on a le droit. Choquez-vous pas les péquistes, arrêtez de nous téléphoner. On va en parler pareil. C'est notre rôle. Mais on parle de ça après la pause. Mais notre question de ce matin porte évidemment sur le sujet qui est peut-être sur bien des lèvres depuis quelques jours à la suite de la sortie de Lucien Bouchard sur la paresse québécoise, des travailleurs québécois. Ce matin, il y a un sondage dans le Journal de Montréal qui dit que les syndicats sont trop forts. Et bien, notre question qu'on vous pose ce matin, puis là, c'est sûr que ça va réveiller bien des fibres chez vous. Les syndicats sont-ils utiles ou nuisibles dans une société comme la nôtre? Vous pouvez tout de suite commencer à nous téléphoner. À Montréal, notre numéro de téléphone, c'est 514-790-0874. De partout au Québec, gratuit. 1-877-790-3535. Ou écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca.
pour André Boisclair. Charest accuse Boisclair d'immaturité. C'est-à-dire qu'il n'est pas fiable. Il y a eu des confidences d'un ministre qui s'appelle Bachand, puis il est allé... Tu dis jamais ça, puis en politique, il me semble que c'est une règle non écrite. Tu l'as été avec ces gens, tu as travaillé avec ces gens-là. Oui. Comment ça marche? Ben, nous, on était au gouvernement à l'époque, et quand on discutait avec l'opposition pour les périodes de questions ou des sujets très délicats qui concernaient tout le monde, oui, on s'en échangeait de l'information, puis oui, c'était gardé secret. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas vrai que l'opposition puis le gouvernement sont toujours à couteau tiré. On travaille ensemble, mais il y a une règle non écrite à jamais divulguer ces conversations-là, sauf qu'André Boisclair l'a brisé hier. Et pourtant, c'est pas parce qu'il vient juste de commencer en politique. Ça fait 15 ans qu'il est là, il devrait savoir ça. Lui-même a été ministre. Il est pas fiable, il n'y a plus personne qui va vouloir lui parler. Puis sa question du sommet de la forêt, c'est vrai, les libéraux, ce qu'ils disent. Quoi? Guy Coulombe a fait un rapport. Il s'est promené dans 200 municipalités avec 3 ministres pour faire un portrait de l'état de l'industrie forestière. On n'a pas besoin de faire de sommet. Même si on est en crise, un sommet, c'est bon pour les caméras, c'est bon pour le show, mais ça n'amène pas de solution concrète. Le plan va être déposé lundi. On verra lundi. On verra. Ah oui, puis c'est certain que ça ne donnera pas satisfaction à tout le monde. Non. En politique, tu peux pas se plaire à la droite et à la gauche en même temps. Sauf que Michel Courchaine, hier, pour les travailleurs âgés des industries où il y a des mises à pied, n'a pas été très forte dans sa réaction. Elle s'est dit déçue. Ben oui. Elle s'est dit déçue. Mais Claude Béchard... mais pour déchirer son corset dans le monde. Oui, elle aurait pu déchirer sa brassière. Sais-tu pourquoi? Ben parce que Claude Béchard, quand il a négocié l'assurance parentale avec Lulu Robillard à Ottawa, tu t'en souviens, Lucienne? Oui. Il a-tu mis son point à la table, puis Lucienne, elle est obligée de reculer. Tu t'en souviens? Oui. Comment ça se fait que Michou n'est pas capable? Ben, je ne sais pas. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est négociation. Rien fait, c'est ça l'affaire. C'est les fonctionnaires qui se sont parlé entre Québec et Ottawa, puis elle n'a rien fait. Dans les autres provinces, ça se passe comment? Robot. Mais pourquoi ça ne gueule pas comme ici? Pourquoi l'industrie forestière est concentrée surtout au Québec. Ben oui, mais en Ontario. Ben oui, mais ailleurs, ils ont l'air contents. Pourquoi nous autres, on n'est jamais contents. C'est ça le problème. Ouais, rappelle le gars qui a 61 ans, le bel sur Quévillon, pour lui demander je suis tout à fait sympathique à toutes ces affaires-là. Oui, mais on n'est jamais content. Ça sert à quoi un gouvernement? C'est de sortir le portefeuille pour aider le monde mal pris temporairement? OK. Ben oui, OK. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais, ben que les gens... Non. J'invite Michel Courchaine, moi, à venir chez nous, dire ça aux travailleurs qui ont 60 ans. Madame Courchaine, venez donc avec André Chenaille, comme la dernière fois, avec votre limousine et votre garde du corps. On va vous faire un maudit comité d'accueil. Vous créerez même pas ça. Non, tu es en train de faire des menaces. Pas en tout. Je fais pas de menaces. On va l'accueillir. Ah oui, on sait comment. Comment? Avec des tomates? Non, la saison est finie. OK. Bon, on va parler des syndicats ce matin. Évidemment... Oui. Là, tu dois être content. Tu vas pouvoir faire du bashing sur le dos des syndicats. Pas du tout. On va juste regarder une situation telle qu'elle est. C'est un sondage léger marketing qui nous dit ce matin qu'une majorité des Québécois n'aiment pas les chefs syndicaux et trouvent que les syndicats sont trop forts. On trouve pouvoir. Comment ils sont. Une majorité de Québécois. Quelle est cette majorité? Je sais pas. Je lis le Journal de Montréal. Quelle opinion avez-vous des chefs des centrales syndicales? Bonne opinion, 40 mauvaise opinion, 59. Bon, ça ressemble au référendum de 80. Ben écoute, non, t'es pas à 51-49, t'es à 59-40. Regardez comment... Il m'écoute pas. J'ai dit ça ressemble au référendum de 80. Ah bon. OK, d'abord. Non, c'est toujours un piège. Non. 95. Je pensais que tu parlais de 95. Je sais, j'ai vu ça. Bon. Mais viens pas me dire que c'est plus utile. Je dirais pas que c'est pas utile. Ce qui est arrivé chez nous, là... Est-ce qu'on peut dire que c'est utile, mais parfois inutile dans le développement d'une société? Non, moi, je pense que ça a apporté plus de points positifs. Regarde, avec la mondialisation, ceux qui vont faire la différence, ça va être les syndiqués. As-tu déjà vu le gouvernement prendre parti pour les travailleurs dans la mondialisation, toi? Non. Jamais. Les entreprises... Garde Bombardier, les écœurants. Garde le gros Baudouin, pour pas le qualifier. Le gros. Tu as lu sa pince ici? Baudouin, en Floride, vient nous faire qui en nous disant qu'on va transférer les emplois au Mexique parce qu'on veut augmenter notre profit? Veux-tu que je te rappelle Gildan, il y a 2 semaines aussi? Fait que les syndicats, moi, j'espère qu'ils vont rester là au moins pour cette bataille. Le gouvernement ne nous défend même pas. Donne des subventions à Bombardier, transfère les emplois au Mexique. Une fois que l'emploi est perdu, ça donne quoi d'avoir eu un syndicat? Puis de ne pas avoir fait en sorte qu'on conserve les emplois ici? Parce qu'à un moment donné, il faut s'ajuster. C'est toi-même qui le disais avant-hier, 100 000 $ pour un bûcheron, ça n'a pas d'allure. Oui, parce que les employeurs ne voulaient pas revoir les horaires de travail. C'est ce que Valois de la CSN nous a dit.
donne du travail à tout le monde puis coupe dans le temps supplémentaire. OK. On a en ligne avec nous le président de la CSQ, de la Centrale des syndicats du Québec, M. Régent Parent. M. Parent, bonjour. M. Parent? Oui. Allô, oui. comment allez-vous? Très bien. Oui. C'est quoi votre première opinion quand vous regardez le sondage de ce matin sur ce que pensent les Québécois des syndicats? Je dirais que si on regarde le cheminement et en tenant compte de l'action qu'on mène, le taux de positivisme ou le taux de satisfaction m'apparaît intéressant. Le placement des chefs syndicaux à 40 on peut dire il en manque 60, mais c'est quasi 2 fois ce qui est en termes de faveur populaire recueille des chefs de partis politiques. Oui. Donc c'est le bonheur de dire que comme chef syndical, on est 2 fois plus populaire que le premier ministre. Comme syndicat, on s'attend pas à ce que vous acceptiez la notion qu'un syndicat peut devenir nuisible des fois au développement d'une entreprise. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas changer des fois parce que les syndicats s'entêtent à ne pas vouloir qu'elles changent. Moi, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire croire actuellement, un message des dominants, puis j'entends vis-à-vis du Conseil du patronat, l'immobilisme, tout ça. Mais dans les faits, si je regarde juste dans le secteur public, on va parler d'un secteur que je connais très bien, les 40 dernières années, une douzaine de rondes de négociations, 2 rondes qui se sont terminées sans loi d'exception. Les autres, avec des lois d'exception de 66 à 2006. Depuis 84, on est sous le régime de la loi 37, le régime de négociation, un régime qui est à l'avantage éhonté de la partie patronale, qui met un paquet d'entraves aux organisations syndicales. Je vous dirais que le Code du travail qui est amendé par le présent gouvernement, qui a ouvert une porte à la sous-traitance puis à la cession partielle d'entreprise, je dirais qu'on est dans un régime qui, je pense que c'est plus un mythe de faire croire que les syndicats ont tous les pouvoirs puis on empêche tout. Au bout de la course, je pense que les syndicats ont le mérite d'assurer des conditions de vie à des citoyennes, des citoyens qui n'auraient pas s'il n'y avait pas de syndicats. Regardez, vous parliez d'économie émergente tantôt, la Chine, 1 milliard de population, 800 millions de pauvres. Les syndicats, là, c'est des syndicats aliénés au parti, puis il n'y a pas de véritable organisation syndicale. Oui, mais c'est pas vrai que les syndicats causent tant de problèmes que ça. Je lisais dans le journal il y a 3-4 jours que ça n'a jamais été aussi calme en matière de relations de travail au Québec. Donc, c'est pas vrai qu'on s'entretue ces pancartes de mort, là. Ben non, parce qu'on impose, on y va par décret. Non, mais même dans le privé, il n'y a pas tant de grève que ça. C'est un mythe, ça. Mais M. Parent, oui. vous représentez essentiellement des fonctionnaires, des professeurs, des gens qui travaillent dans la santé et dans l'enseignement. Dans ce monde-là, on se mettra pas la tête dans le sable, là. Il y a du bois mort, mais on n'est pas capable de s'en défaire à cause des conventions collectives. Monsieur Desmarais, moi, c'est encore là, un autre mythe. Moi, je c'est pas un mythe. Voyons donc, parlez avec des professeurs. Ils vont vous dire ça, que ouais, je peux pas avancer, je peux pas enseigner la matière dans laquelle je suis bon parce que c'est une telle ou un tel qui a un job, même s'il n'est pas compétent. Ah, non. Arrêtez-vous. Non, moi, je pense dans Dynamique 1, depuis 88, là, je dirais, si on regarde le monde de l'enseignement, parce que c'est celui-là que vous me référez, le ministre Rayoun, à l'époque, ministre de l'Éducation, a donné un sérieux coup de barre pour faire en sorte que des enseignantes, des enseignants enseignent dans la matière pour laquelle ils étaient qualifiés. Donc, de ce côté-là, je dirais que sur les 15 dernières années, ça a été plutôt un modèle, justement, pour favoriser, t'es qualifié en français, t'enseignes le français, t'es qualifié en sciences humaines, géo, histoire, t'enseignes géo, histoire. Je dis pas qu'il n'y a pas des cas d'exception. Mais je dirais la règle générale, les gens sont qualifiés, ont la compétence pour le domaine dans lequel ils enseignent. Qu'il y a des gens, quand vous dites qu'il y a du bois mort, moi je dirais pas que 100% du monde sont parfaits, mais je l'ai dit souvent. Quand dans une école, il y a un prof incompétent, en arrière de l'incompétent, il y a une direction qui n'a pas fait son travail. Oui, mais la direction a au moins un deuxième incompétent. La direction a la peur du syndicat. Ça va être une bataille inutile. Oui, mais si le patron n'a pas de couilles, c'est toujours même pas de la faute du syndicat. Puis écoutez, annuellement, là, on a du personnel, que ce soit en éducation, que ce soit en santé, que ce soit des fonctionnaires qui sont congédiés et que l'employeur mène son dossier devant les tribunaux d'arbitrage et qui emporte son dossier,
il y a le maintien des congédiements du non-engagement. C'est pas... Là, on a comme lancé ça, je veux dire, une espèce de mythe. Et moi, je pense que ça cache beaucoup plus une paresse, je dirais, intellectuelle de certains gestionnaires de dire, ah ben non, je peux rien faire, il y a le syndicat, je peux rien faire. Okay. Ce que ça veut dire, congédier quelqu'un, ça veut dire avoir des raisons justes, équitables, avoir des raisons qui sont fondées, et à ce moment-là, ça veut dire monter un dossier et dire pour telle raison, monsieur ou madame n'a plus sa place dans la fonction qu'elle occupe. Okay. Et ça, il y a des employeurs qui le font chaque année, et c'est pas parce qu'on est dans le secteur public qu'on est à l'abri des intempéries, là. Okay. OK. Merci M. Parent, d'avoir été avec nous. Alors, je vous rappelle... T'as dit, garde, là, les patrons sont paresseux. Je vais te le dire. Lucien Bouchard l'a dit, vous êtes toute une gang de paresseux. Alors, il a dit ça. Incluant les patrons. Bon, attends un peu, on va en reparler. On va faire la pause parce qu'il faut en faire une. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin. Les syndicats, il y a un sondage dans le Journal de Montréal. Les syndicats, utiles ou nuisibles en 2006 dans une société comme le Québec où est-ce que 38 % des gens sont syndiqués? Avant de vous lire que les courriels entrent allègrement, mais avant d'en lire quelques-uns... Oui, j'en ai reçu 2 ici que je vais garder pour la fin. Par rapport à... Dont une concernant le sujet d'hier et... OK. Ben, on va revenir. Ben, le sujet d'hier, on s'est un peu emporté. Non, mais c'est parce qu'il faut que j'y règle son cas, elle. Denise de Lanaudière des Boulamites. Ah oui? À la fin. On va prendre un appel, on va aller à Laval maintenant. André est en ligne. Bonjour. Bonjour, M. Desmarais. Bonjour, M. Gendron. On vous écoute. Merci de recevoir mon appel. Moi, je vais vous dire quelque chose et après, vous en jugerez par vous-même. Mais vous parlez plus fort, s'il vous plaît. C'est nécessaire ou pas. Oui. Ou si c'est bien ou pas. Oui. Je vais vous conter quelque chose, la vérité. Moi, j'ai travaillé 30 ans pour la compagnie Steinberg. Steinberg, OK. Il a engagé 36 000 employés. Et les magasins indépendants dans l'épicerie, eux autres, il n'y avait pas de convention collective, ou très peu. Il y a IGA indépendant, toutes ces choses-là. À chaque fois, il faisait chez Steinberg. Au point que moi, j'étais très près, je ne nommerai pas le nom parce que c'est en nom, du petit-fils à Sam Steinberg. Donc, j'ai vécu la vente de Steinberg en plus. Excusez, monsieur, on vous entend très mal, il va falloir changer de ligne. Excusez, on va vous arrêter parce que on a de la misère à vous entendre, puis on va aller à Valleyfield. On va écouter Danny. Danny à Valleyfield, bonjour. Bonjour, M. Desmarais. Bonjour, M. Gendron. On vous entend. Allez-y. Moi, personnellement, le syndicat, je suis complètement contre ça. Pourquoi? Aujourd'hui, pas quand ça a commencé, ça avait son utilité, mais plus maintenant. Là. On a tous le droit de se syndicaliser. Mais une fois que tu es syndicalisé, oublie ça, tu n'as plus de droit. Moi, non, c'est comme la religion, ça. T'embarques, puis tu fermes ta bille. C'est ça. Exactement. Si tu veux pas embarquer, change de job. Mais il y a un débat actuellement devant les tribunaux. Ça se peut qu'on ait le droit de s'associer. C'est un droit garanti par la Charte, mais tu aurais le droit de ne pas t'associer. Ben oui, mais essaye ça dans le domaine de la construction. Tu vois, oui, mais c'est sûr qu'on débat devant la Cour. On perdrait peut-être moins d'argent si on pourrait se désassocier du syndicat. Moi, personnellement, j'ai perdu de l'argent en étant syndiqué. En payant mon syndicat, puis en n'étant pas respecté, en ne respectant pas ma convention collective. Un exemple concret. Oui. Dans ma convention collective, l'article 16.01, je vous fais une note que j'étais syndicat au syndicat des métallos, local 89-22, pour ne pas les nommer. C'est écrit noir sur blanc. Lors du décès de son grand-père, de sa grand-mère, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, le salarié a droit à 2 jours de congé payé. Oui. La journée des funérailles, la journée précédente. Je n'ai pas eu droit à ces 2 journées-là de payer parce que ma grand-mère demeure en Europe. C'est pas écrit petit alinéa A ou B ou quoi que ce soit. Parce que votre grand-mère est en Europe, vous n'avez pas eu le droit. Exactement, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas l'interprétation qu'on en a faite lorsqu'on a signé cet article-là. C'est ce que mon syndicat m'a répondu. Ben oui, mais Danny, une grand-mère, c'est une grand-mère que je vois partout. Tout à fait d'accord avec vous, mais mon syndicat n'est pas d'accord avec ça. Puis le syndicat vous a pas défendu, il n'y a pas eu d'arbitrage de grief là-dessus? Sur celui-là, pas du tout. J'ai eu d'autres griefs faits à ma compagnie. J'ai une poursuite judiciaire, je dois passer à la fin du mois là, pour fait contre dans le cadre de mes fonctions. Je suis complètement innocent là. C'est comme si je vous dis, vous me frappez, je porte plainte contre vous, puis vous me faites pareil.
Pardon? Le palais de justice est plein d'innocents. Oui, puis Oh, menteur ben, je aussi. suis bien d'accord avec ça. Par contre, mon employeur, comme c'est écrit dans la convention, doit me fournir le service d'un avocat quand quelque chose qui arrive comme ça dans le cadre de mes fonctions. Pour des dossiers au criminel aussi? Oui, je pourrais vous relire Mais non, mais on ne veut pas rentrer dans votre personnel. La question est bien simple. Est-ce que vous autres, c'est utile ou nuisible? Vous trouvez que c'est pas tout à fait utile? En 2006, je trouve ça beaucoup plus nuisible qu'utile. OK. Parce que ça vole l'argent des employés. On en a déjà pas gros. On fait qu'on n'a pas le choix. Faut que je donnais beaucoup de ma paye, puis ça m'a rapporté quoi? Absolument Combien rien. à peu près sur paye? Combien par paye? Oh, piastres? Seigneur. 3-4 piastres? Non, c'est une dizaine de dollars par 10 piastres? paye par 2 semaines. Mais j'ai pas le montant exact. Je pourrais OK, pas vous dire. merci, Ça merci. un syndicat à l'autre. OK, merci, Merci, Danny. Danny. On va aller maintenant à Bonne chance. Verchères. On a Isabelle à Verchères. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Et on pas vous pire. écoute. Oui, moi, je crois que c'est utile, le syndicat, parce que le syndicat ne fait que limiter les dégâts possibles par les gouvernements qui sont présents. Là. De toute façon, si les syndicats seraient... excusez, je suis un peu nerveuse. Là. Non, prenez votre temps. Si, Vous prenez un grand respire. excusez-moi. Ouais, toutes les techniques de massage? Si les syndicats seraient pas là, en tout cas, moi, je suis dans le domaine public, on aurait beaucoup plus de misère à fonctionner. On nous impose déjà des lois, la loi 142 qui nous a été imposée récemment. On essaie de négocier, mais on voit qu'il n'y a pas de retour. Ensuite, Mme Forgès se vante qu'on règle l'équité salariale, sauf que elle oublie de dire qu'on a été 2 années à 0% d'augmentation. C'est vrai. Il y a plein de choses comme ça que... Il y en a qui n'ont pas été à zéro, ils ont été à moins 5 des fois. Oui. Pendant la période où vous avez été à zéro, il y en a qui étaient à moins 5. Qui ça, toi? Non. Mais il y en a qui ont été à moins 5 de salaire pour garder les jobs. C'est vrai. Ça existe, ça, dans la société. L'ajustement... Merci, Isabelle, vous allez être là. Ouais, mais mais tu sais l'ajustement là, que la société a besoin de faire, il passe par, des fois, ce genre de changement. Combien d'entreprises ont demandé une baisse de salaire à leurs employés, puis finalement, ils ont fermé leurs portes pareil? Pour s'en mettre plus d'impoches avant de fermer? Il y en a d'autres Mais où ça a marché. Tu trouves pas que quand un syndicat, c'est plus facile de négocier avec un vis-à-vis que de négocier à la pièce, puis que ça fait un rapport de force aussi? Je dis pas pas que les syndicats... totalement Je négatif. ne crois pas que les syndicats soient totalement inutiles. Mais on est à un stade dans la société où on constate des choses qui doivent probablement changer dans un élan collectif. C'est-à-dire que tout le monde devrait vouloir que ça change. Mais quelle est ta solution là, d'éliminer le syndicat? Tu peux pas éliminer ça. Non, sans les éliminer, mais il faudrait les amener, eux, comme les patrons, à prendre conscience d'une réalité. Ben, c'est ce que le FTQ fait. Le FTQ, avec le Fonds de solidarité, investissent dans un paquet d'entreprises, repartent des usines. Voyons donc, ils sont conscients de l'impact économique que ça entraîne la gestion patronale aussi. Le FTQ, la CSN a son fonds d'investissement aussi. Ils sont en affaires, eux autres aussi. Ouais. De plus en plus. Tu trouves pas ça positif? Oui, ça, c'est positif, mais il y a encore du négatif pareil. On va faire une pause. On fait une pause. Je vous rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. Les syndicats, selon vous, à la suite du sondage publié ce matin, puis des déclarations de Lucien Bouchard, les syndicats au Québec, utiles ou nuisibles? As-tu un peu de courriel? Oui, j'en ai 2 ici. Oui. Alors, premièrement, Phil de Québec nous dit « Messieurs, les syndicats ont moins de pouvoir que Guy Lepage, le pape du plateau Mont-Royal. » Je réponds, il reste sur le plateau? Je ne sais pas. Ici, Serge de l'île Bizarre. Les syndicats défendent des salaires de 30 000 par année sans abri fiscal, alors que les gouvernements défendent des salaires de 245 000 pour 6 mois de travail avec abri fiscal et, entre parenthèses, Pierre-Marc Johnson. OK. M. Gobeil à cette île, pour enchaîner. Il dit, j'ai travaillé avec un syndicat, il m'empêchait de travailler à mon rythme en disant que ça empêchait les autres de faire de l'overtime. Ouais, Tu l'as déjà C'en est un entendu. problème. Gros problème. Oui. Ici, M. Bérubé, Saint-Alexandre, le gros problème, les travailleurs ne comprennent pas que les compagnies sont là pour faire de l'argent et non pas pour faire vivre les gens. Oui, mais entre faire de l'argent puis exploiter le monde, il y a une marge. Ouais. Puis M. Hébert à Mont-Saint-Grégoire, il dit on est en 2006 à l'ère de la productivité.
Il serait bien que les syndicats le réalisent au lieu de prioriser l'ancienneté à la compétence. Moi, je comprends pas ça, la productivité. Tu sais ce que Bouchard disait hier qu'on travaillait pas assez, là? Il y a 3 semaines, 1 mois, tu t'en souviens-tu? Il y avait une étude canadienne qui disait qu'au Canada, les employés ne prenaient de moins en moins leurs vacances, qu'on partait à peine 2 semaines par année, qu'on coupait dans nos vacances parce qu'on travaillait trop. Est-ce que c'était au Québec ou au Canada? Au Canada en entier. Ouais, ben c'est ça. Tu as vu ce que Lucien disait aussi, Lucien Bouchard? Il disait, là, on travaille moins qu'en Ontario. L'Ontario. Vacances, toi? J'en prends rarement des vacances. Moi aussi, rarement. Bon, ben, juste 5 fois par année. OK, on prend un appel. On a à La Salle, Benoît qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. C'est juste pour... Moi, je trouve que c'est pas mal nuisible, les syndicats, pour une simple raison. Moi, j'ai travaillé chez Bombardier pendant 10 ans de temps. Oui. Malheureusement, j'ai travaillé dans les bureaux pendant 7 ans avant. Après ça, j'ai fait de la démarche pour aller sur le côté du plancher qui était dans les syndicats. Lorsque j'ai fait ce mouvement-là, j'ai perdu mon ancienneté dans les bureaux. Puis j'ai recommencé à zéro en tant que syndicat. Sauf que j'ai trouvé que moi, ça m'a pas vraiment aidé en étant syndiqué, puisque j'ai été mis à pied 3 ans plus tard parce que justement avec tout ce qui s'est passé avec le World Trade Center et tout ça. Puis vous étiez un des plus jeunes rentrés dans l'ancienneté? Exactement. Puis alors qu'il y avait déjà de l'ancienneté, mais ils l'ont pas reconnu. Le syndicat dit non, ça c'est pas dans ma cause, c'est dans l'autre cour. Exactement. Dans la même compagnie, mais... mais... Il serait resté dans le secteur du bureau, puis ça aurait pu vous arriver pareil, Benoît, de perdre votre emploi. Ils ont coupé dans les bureaux aussi? Oui, ils ont coupé dans le bureau aussi, sauf que tous les bois morts qui étaient comme syndicats, qui étaient dans les 50 ans, qui se pognaient le peigne à 2 mains, puis eux, ils ont été protégés. Puis nous, ils voulaient sortir, même si on était les plus jeunes dans le syndicat, quand il y a eu des démarches pour faire des mises à... pas des mises à pied, mais... faire des démarches pour le syndicat, de dire, OK, on sort tout parce qu'on n'est pas satisfait du programme qu'on a présentement. Ben là, les jeunes, il faut vous sortir avec nous autres parce que il faut qu'on se tienne ensemble. On a besoin de votre aide. Mais quand vous dites les 50 ans et plus qui se pognaient le beigne à 2 mains, là, c'est tout le monde? C'est pas tout le monde, mais sauf qu'il y en a qui ont abusé du système, puis eux, ils ont gardé leur job parce que c'était les plus anciens, puis nous, les plus jeunes, qui voulaient garder notre job, puis qu'on voulait travailler, puis qu'on voulait démontrer notre soutien pour le travail, ben c'est nous autres qui étaient les premiers touchés. Merci Benoît de votre appel. À Montréal maintenant, Jonathan. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, bon, moi j'ai déjà été dans un syndicat, un assez gros syndicat. Puis, je veux dire, je trouve que c'est vraiment très utile un syndicat quand on veut se protéger premièrement contre, justement, comme M. Gendron disait, se faire envoyer en Asie pour augmenter la production. Oui. Mais en même temps, si on regarde ça d'un autre sens, c'est très utile au top. Je veux dire, quand on regarde en haut dans les grosses centrales, mais en bas aussi, il y a des problèmes à régler. L'idée du syndicat est très bonne. Je trouve qu'elle est juste pervertie au plus bas. C'est aussi simple. Je vais vous donner un bon exemple. Je n'aimerais pas de nom, mais j'ai vu, dans la compagnie où je travaillais, le délégué syndical se faisait presque une guerre nationale directement avec son employeur. Là. Il se faisait une guerre de la mort. Tout ce qu'il pouvait faire pour y nuire, il était même prêt à protéger des employeurs qui fumaient dans l'entrepôt ou n'importe où dans l'usine. C'est juste, moi je trouve vraiment que l'idée est pervertie. Il faudrait revoir l'idée du syndicat parce qu'elle est excellente. Sinon, comment qu'on ferait en tant que groupe pour se protéger contre un employeur que le droit? Ça prend une contrebalance. Ça prend des syndicats, mais ça prend une réflexion syndicale sur la façon de faire du syndicalisme. Oui, puis de la façon dont les patrons gèrent leurs entreprises, puis caliquent le camp quand ils sont emplis les poches, on pourrait peut-être aussi régler ce problème-là. Mais non, les patrons, il ne faut jamais réglementer. Non. C'est pas ça. Tu réglementes quand ils sont ici, ils veulent s'en aller ailleurs, tu peux pas rien faire. Ça, là, ça s'appelle l'entreprise. Ça s'appelle l'entreprise privée ou étatise tout. Non, c'est pas une question d'étatiser. Si tu veux pas étatiser, ça s'appelle l'entreprise privée. Tu dis, je fais pas assez d'argent ici, je peux aussi bien du Québec, tu t'en vas au Mexique, Bombardier, ben ton contrat du métro de Montréal, faut toiler dans le CUL. C'est ça, moi, que j'aurais dit comme premier ministre. Fourrez-vous-les dans le CUL, votre contrat du métro de Montréal. Si vous nous menacez d'aller au Mexique, aller chercher du cheap labor, alors que vous avez vécu, vous vous êtes promené derrière avec le cric d'avion, à même nos taxes et nos prêts, sans intérêt à part de ça. C'est de même, ça marche. Moi, Charest, j'y dirais, moi. C'est intelligent, c'est bien intelligent. Il y a des limites à rire du monde, il y a des limites à rire des mains des gens qui travaillent pour leur remplir le cric de poche. Ben oui, c'était bien intelligent. Au lieu de faire perdre des emplois à une certaine catégorie ou à un certain groupe de personnes, tu vas en faire perdre plus. Le jour où Bombardier s'en va au Mexique, qu'est-ce que tu vas leur dire là, à ceux qui sont assis là, dans le salon, qui n'auront plus de job? Là? Ah ouais, simule-moi ça. Je ne sais pas ce que tu peux dire. Tu peux être sympathique, mais en même temps, c'est sympathique, ça met pas du pain dans l'assiette. On est dans une situation où est-ce que la productivité, il faut que ça devienne une façon d'être. La productivité, comprends-tu ça?
comment tu veux être quand tu as des sweatshops au Mexique qui travaillent à 1 pièce de l'heure? Bombardier n'a pas de morale. C'est une compagnie sans morale. Le gros Baudouin, là, en Floride, là, à Miami, là, qui se grouille la couenne. Gros. Voyons donc, parce que tu le connais pas. Non, il y a 3 coups. Ah, ça, là, tu fais de la personnalisation. Oui, je personnalise. Parce que moi, quand je vois un gras, là, comme ça, là, de la Floride, nous faire un reportage, dire ça se peut qu'on s'en aille au Mexique. C'est fin pour le monde qui travaille là. Hein? Tu l'as-tu vu, Baudouin, à page 40, dans le Journal de Montréal? Regarde-moi ça. À l'heure des choix. C'est quoi? À l'heure des choix. Tu vas me dire que tu vas comparer ça à un gros. Directement de Miami. Tu fais de la personnalisation. Directement de Orlando. Ben oui. Bombardier, à l'heure des choix, des emplois pourraient être transférés pour aller chercher une marge de profit plus grande. Non. Fait que parle-moi pas des syndicats à matin. Jonathan, merci d'avoir été là. Il faut rejoindre Désolé, Jonathan. On s'est encore emporté. Oui. Bon, on va aller à chaque fois que j'arrive, vous Dave, chicanez, on dirait. Vous vous chicanez à chaque fois que vous Ça doit arrivez. être de ta faute, Dave. Je m'excuse. Non, mais il y a des fondements. Vous envoyez des ondes positives. Non, mais il y a des fondements sur lesquels on a bien de la misère à la Mais c'est intéressant quand même. Mais je l'aime, un bon Richard. débat. Je tiens à le dire, je l'aime énormément. Oui, quand c'est fini, c'est fini. Là. On est capable de se parler après l'émission. Je vais vous demander... Votre sujet aujourd'hui au Grand Journal, Dave? Vous, personnellement, est-ce que vous trouvez que Robert Bourassa a été un grand premier ministre? Oui. Unanime. Oui. On ne peut pas s'ostiner, je pense qu'effectivement. Et ce midi, vers 11h30, on va dévoiler sa statue ici devant le Parlement de Québec. On aura d'ailleurs des images dès midi au Journal du Midi. Et notre question est la suivante. Robert Bourassa a-t-il été un grand premier ministre? Certains diront qu'il a peut-être été mou dans certaines occasions, notamment lors des crises, crise d'octobre et crise d'Oka. À d'autres moments donnés, il s'est tenu debout, entre autres pour le Lac Meach, à mon sens. Alors, c'est notre question ce midi. Mais Robert Bourassa a eu une petite vague de mollesse parce qu'il aimait ça, les consensus. Oui. C'est tout. Mais, puis je regrette, moi, les consensuseurs versus les consensusés, ça ne fait jamais un vrai consensus. Pauvre Richard, toujours à double sens. Non, c'est pas un double sens. Robert aimait ça, les consensus, puis on disait tout, tu peux pas gouverner. Écoute, fais attention, TQS a déjà fait un lapsus sur le consensus. OK, salut, à demain. Bonne journée. À demain. Bonne émission ce midi. Je rappelle la question qu'on pose aujourd'hui. On parle évidemment du sondage dans le Journal de Montréal concernant la popularité des syndicats. Les syndicats sont trop forts, dit le Journal de Montréal. Notre question, les syndicats utiles ou nuisibles? Rapide ici de Sylvie de Longueuil. Écoutez bien ça dans votre salon. Là. Bonjour et félicitations à vous, M. Desmarais, pour votre patience envers Gendron. Alors, concernant le sujet. Merci. Oui. Attends une minute, c'est pas fini. Ah bon. À propos du call-in de syndicat où je travaille, les employés de mon usine ont fait entrer le call-in de syndicat 1 an après. La compagnie a fermé ses portes et le call-in de syndicat nous a dit qu'il ne pouvait pas rien faire. Donc, le call-in de syndicat, pour moi, c'est wesh. Non. C'est ça que tu as comme... Bon. OK. J'en ai un ici. M. Vigée à Saint-Hubert. Il faut se rendre à l'évidence, les syndicats sont responsables des fermetures d'usines et de nombreux commerces. Ah oui, McDo, Shermag, Walmart, bien d'autres. McDo a fermé parce qu'il n'en voulait pas de syndicat. As-tu déjà vu un McDo pas rentable, toi? C'est comme Walmart dans... Dans quoi? 3 petits points. Regardons, voici le Walmart à Jonquière n'était pas rentable. OK, on prend un appel à Montréal. Christian, bonjour. Bonjour, messieurs. On vous écoute. Ben moi, dans mon cas, moi j'étais syndiqué avec le local TUAC, là, l'alimentation. Oui. Et puis ça fait encore 9 ans que je me bats avec la CSST puis la Commission des liaisons professionnelles. Ils m'ont offert un avocat la première année. Quand je suis repassé la deuxième fois, ils m'ont mis un avocat bidon. Le lendemain, ils l'ont sacré dehors. Ça, c'est le médecin de mon employeur qui me l'a dit par après. Puis là, depuis 9 ans, je me bats avec eux autres. J'ai plus personne qui me défend parce qu'ils m'ont sacré dehors et ils m'ont slacké. Il fallait qu'ils me créent un poste d'un bureau, mais là, moi, j'ai rien que 3 ans de date. Hein, ils protégeaient bien plus les anciens de Steinberg qui avaient 20-25 ans de service. Fait qu'ils ont tout fait pour me mettre dehors, jusqu'aux menaces, etc. Puis là, aujourd'hui, ben, je peux pas travailler plus que 2-3 jours semaine à cause de ma condition. Je fais de l'arthrose généralisée à grandeur, très sévère. Puis là, je repasse devant la Commission de liaison professionnelle le 26. Puis c'est toujours la même affaire. Là, je me défends moi-même. J'ai pas moyen de me payer un avocat. Puis le syndicat, pour moi, là, ça n'a pas rien donné du tout. Peut-être que certains cas, c'est bon. Mais quand que le syndicat couche avec la compagnie, là, vous savez, je suis allé faire un tour chez Maxi dernièrement où je travaillais, puis il y a 10 employés encore temps plein du temps que je travaillais là. Ils ont tous engagé des jeunes étudiants puis des jeunes à bas salaire. Le syndicat là-bas, là, c'est pas fort d'après moi, là.
c'est malheureux, mais pour certains cas... ça fait... Moi, je suis toujours étonné, puis il y a des courriels qui me rappelaient ça, je l'ai déjà dit, je suis toujours étonné de constater qu'on ne peut pas mettre la main sur les états financiers des syndicats. Mais c'est pas une compagnie publique à la bourse. C'est pas grave, ça joue pas mal avec la fonction publique. Admettons, toi, tes entreprises, t'es pas coté à la bourse, tu me les donnerais-tu tes états financiers? Je te les demande le matin? Non. Bon. C'est pas tout à fait pareil. Pourquoi? On compare pas. Et avec les avantages gouvernementaux que les syndicats ont de faire Quels avantages gouvernementaux? Veux-tu que je te donne un bel exemple? Tu congédies un employé, tu vas faire un règlement avec le syndicat. C'est le syndicat qui empoche l'argent et qui leur donne aux employés, puis ça ne devient pas taxable. Merci, bonsoir. Je comprends pas. Tu comprends pas? Moi, je comprends. On s'en parler moi, je sais comment. Parce qu'un gars qui est membre du syndicat peut avoir accès aux états financiers, c'est l'exécutif. OK, il nous reste 15 secondes. 15 secondes déjà? Qu'est-ce que tu voulais dire une chose? Je remercie l'auditeur qui m'a vu le doubler une ligne double là, hier. Là, vous n'avez pas fini de me voir. Il avait raison. Mais oui, mais ça se peut-tu perdre son temps de même? J'ai vu M. le maire doubler sur une ligne double. Hey, à demain. Parce que j'ai 2 bébés maintenant pour le prix d'un. On avait égaré le corps de mon fils, on l'a brûlé par accident, on m'a redonné les cendres et je sais pas, le cadavre qu'on a au cimetière, c'est le bon. Oui, c'est arrivé en 2000. C'est pas vieux, là, ça fait 6 ans. À peine 6 ans. L'hôpital Royal Victoria avec Urgel. Confusion dans les cadavres. On avait tagué apparemment 2 bébés au même nom. Fait que tu vois des choses comme ces gens-là, aux États-Unis, ont fait des millions de dollars à vendre des parties. D'ailleurs, on donne des exemples. Un fémur. Chaque fémur peut valoir 500 $. Pas cher. Non, mais objectivement, c'est pas cher. Un tibia, 400 $. Pour quelqu'un qui a besoin de remplacer un os dans... Une hanche? Une hanche. Une hanche, c'est ce qu'ils disent? Il n'y en a pas de prix? L'os pelvien, 400. L'os iliaque, chaque côté, 175 $. Hey, quel corps entier, 250 000. Mais là, les obèses, est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce qu'ils vendent ça à livre, les corps? C'est-tu comme du steak haché? On brille de PVC. Dans le corps humain. Dans le corps humain. C'est peut-être ça l'avenir, parce que tu sais que nos tuyaux d'égout d'aqueduc, maintenant, c'est en PVC. Ça dure très longtemps. Imagine si on avait ça dans le corps humain. Oui, mais ça, c'était pour remplacer, pour enterrer, pour pas que le monde... réel, T'es-tu déjà demandé, quand ils te remettent les cendres de quelqu'un de ta famille qui est décédé, si c'est vraiment ça? Écoute, veux-tu que je t'en compte une bonne? Vas-y. Je nommerai pas le nom du salon funéraire qui s'était fait prendre à l'époque, mais il y avait un petit trafic organisé à l'époque à Montréal. À Montréal? Avec une institution d'enseignement. Les gens disaient, je donne mon corps à la science ou je donne pour la crémation. Mais il y avait un trafic, en tout cas, je veux pas trop en parler pour être poursuivi. Je sais que les avocats sont forts là-dessus. Mais ça a déjà existé à Montréal. Est-ce que ça existe encore? On ne saura pas. Ça veut dire que quand on confie le corps d'un de nos proches non, dans les cendres, c'est sûr qu'on peut pas savoir. À un salon funéraire, il faut quasiment que tu le suives jusqu'à la crémation. Moi, l'hôpital Royal Victoria, avec mon fils, vous êtes au courant de l'histoire, on a dû le déterminer par des nouilles. De plus en plus, je pense que oui. Pensez là, que ça va rester secret. On veut pas faire peur au monde. Ben non. Puis le vieux pont on va en tuer, par exemple, mais on veut pas leur faire peur. On a fermé le vieux pont de Terrebonne parce qu'un gars qui se promenait en chaloupe a vu un morceau du pont tomber dans l'eau. Mais ça veut dire qu'il l'inspecte pas. Pourquoi on ferme toujours après coup? Il y a un morceau qui se détache, on va le fermer. On peut-tu le fermer avant que ça se détache? On peut-tu le réparer avant que ça se détache? Puis le viaduc, la 640 et Arthur Sauvé à Saint-Eustache. Je remercie l'auditrice qui m'a envoyé une lettre avec une photo. Pour la 6e fois, le maire écrit toujours rien. C'est un préjudice esthétique. Les rods de métal sont tout défaites en morceaux, mais c'est un préjudice esthétique. Non. Le ministère des Transports n'est pas très, très bien mené. Donc, je regarde ce matin dans le Devoir cette annonce à l'effet si vous êtes de ceux qui pariaient dans les hippodromes au Québec, les hippodromes qui nous ont coûté sur 5-6 ans 285 millions pour supporter les hommes à... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Hey, je suis en train de lire, je suis passionné, parce que je me demande si ça se passe chez nous aussi. Peut-être. L'histoire aux États-Unis, des salons funéraires qui en cachette ont plaidé coupable d'avoir enlevé des morceaux de cadavres pour les vendre à des entreprises biomédicales qui faisaient des transplantations. Savais-tu que ton corps peut valoir 250 000 $, mon Stéphane? Minimum. Minimum? Comment minimum? Certaines parties de mon corps valent très cher. Le cerveau et le cerveau... Il y a le cerveau supérieur, puis il y a le cerveau inférieur. Toujours des affaires de... T'es pas capable de te retenir.
Quoi? Toujours... Ouais, c'est bien ça, remplacer ça par des tuyaux en PVC. Des tuyaux en PVC, parce qu'ils ont fait des radiographies, je pense qu'on peut les montrer. Vous voyez les tuyaux de PVC? Ben voyons donc. Ah, c'est pour les c'est pas la viande qui est importante, c'est pas la masse musculaire, c'est la masse osseuse. C'est la masse osseuse qui est surtout importante pour les travaux de Donc, ceux qui ont des gros os, là, c'est bon. Ouais. Hey, moi, ce matin, es-tu choqué de voir ce matin que la presse nous apprend qu'en catimini, il y a 4 ponts qui sont fermés au camionnage au Québec. Personne n'est alerté. Puis encore là, tu essaies d'avoir des informations, puis on nous garde ça secret. Je suis étonnant que je suis étonnant. Mon Dieu, ça va bien ce matin. Je suis étonné de voir que le ministère n'est pas avisé, parce qu'en général, quand on ferme un pont, tous ceux qui sont branchés sur le réseau du MTQ ont soit un message Pagette. Comme maire ou... comme maire ou camionneur ou responsable des mesures d'urgence, là, où on est avisé. Oui, automatiquement. Alors là, on nous parle d'un pont probablement... En catimini, mais là, j'espère que les camionneurs n'auront pas d'amende. J'ai entendu dire qu'on voulait charger des amendes aux camionneurs qui ne savaient pas. Bien, imagine-toi. Mais c'est complètement aberrant. Est-ce que le ministère des Transports